de 250 jeunes filles sont victimes de violences sexuelles tous les ans en Côte d'Ivoire. Une ONG brise le silence et agit. La circulation était bloquée aujourd'hui sur la voie Bobo-Adjamé. Une bagarre rangée entre syndicalistes et chauffeurs de minicar, communément appelés Baka, serait à l'origine de l'embouteillage. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les violences sexuelles impactent négativement l'intégrité des individus et ont des conséquences sur la santé physique et psychologique de ces personnes. En Côte d'Ivoire, chaque année, ce sont 25 enfants qui subissent des violences sexuelles et plus de 47% de ces victimes sont analphabètes. Une ONG lutte contre le phénomène. La quarantaine révolue a été agressée sexuellement à l'âge de 16 ans par un membre de sa famille. Moi, j'ai été violée pendant, c'est pas un seul acte, ça a été commis pendant plusieurs années. J'ai des parents qui étaient, mon père dans le milieu politique, ma mère qui suivait un peu dans les voyages. On a grandi avec pas mal de femmes de ménage, donc quand ils partaient en voyage, la personne qui nous gardait à cette époque était cette personne-là. Donc quand il est revenu dans notre vie, après la première fois, chaque fois que ma mère partait en voyage, vu que cette personne était à la maison, l'acte était commis. Maintenant, dépendant de la durée du voyage de mes parents, ce qui montrait, si par exemple ils étaient partis pendant 2 mois, pendant 2 mois, vous avez cette personne qui est à la maison et qui rentre dans votre chambre tous les soirs. Conférence publique initiée par l'ONG Jean Parité Leadership Féminin. Pendant très longtemps, c'est le silence, puisqu'il y a eu la honte, la culpabilité, donc je ne voulais pas en parler. Surtout à mes parents, vu que c'était quelqu'un de très proche et je pensais ne pas être crue. Donc j'ai attendu à l'âge de 16 ans, après une tentative de suicide un soir, ma jeune sœur a pu dire à ma mère ce qui se passait. Mariée quelques années plus tard, ce viol a laissé des séquelles qui se répercutent dans sa vie conjugale. Moi, je me suis mariée très vite aussi. J'ai eu pas mal pendant 2 ans avec mon mari qui était quelqu'un de très compréhensif. Mais on a eu des problèmes du côté des rapports sexuels. Des fois, j'avais l'impression que c'était une atteinte à ma personne. Donc j'ai dû recommencer aussi certaines thérapies pour pouvoir m'aider à ce niveau-là. En Côte d'Ivoire, selon une étude menée par l'ONG SOS Violences Sexuelles, plus de 250 jeunes filles sont victimes de violences sexuelles chaque année. 47,93% d'entre elles sont analphabètes. Ces violences-là sont des freins à la scolarisation de la fille, sont les freins au maintien de cette fille-là dans le système éducatif jusqu'à la fin de ses études. Et donc ce sont des problèmes qui nous interpellent tous. On parle de violences sexuelles sur un mineur lorsqu'un individu oblige une personne âgée de moins de 18 ans à accomplir un acte sexuel. Quelle stratégie donc pour lutter efficacement contre les violences sexuelles sur les petites filles? La question était au cœur d'une rencontre entre gouvernants et acteurs de la société civile. Le plus important, comme je l'ai dit plusieurs fois lors de la conférence, c'est l'information. Écouter, apprendre aux enfants leurs droits et leur expliquer quels sont leurs droits et les différentes parties du corps. Je voudrais que le ministère de la Justice s'implique à faire en sorte que les plaintes soient vraiment traitées, de telle sorte qu'il y ait des condamnations exemplaires qui découragent en tout cas les personnes qui s'adonnent à ce fléau. Au ministère de l'Intérieur, nous demandons à ce que l'accueil réservé à ces filles qui sont victimes de violences soit des accueils vraiment sérieux. Cette conférence publique initiée par l'ONG Jean Parité Leadership Féminin fait suite à la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. L'éternel conflit qui oppose chauffeurs de minicar et syndicalistes appelés Nyambro vient de refaire surface. Toujours la même chose, les premiers cités n'auraient pas payé leur dû au second, à la suite de laquelle une bagarre éclate, paralysant la circulation entre la commune d'Abobo et d'Adjamé. Cet arrêt de travail des chauffeurs de minicar qui a duré toute la matinée a pénalisé les populations d'Abobo qui ont eu d'énormes difficultés à se déplacer. Ce matin, nous sommes venus pour déposer les documents que nous avons eus. Mais c'est true qu'il n'y a pas de voiture pour qu'on rentre. Nous avons marché depuis la commission électorale d'Abobo, Kaza, jusqu'ici. De 8h, on a marché jusqu'à Abobo ici. Bon, il y a tant de voitures encore, c'est pas s'il y en a. En effet, pour avoir refusé de donner de l'argent, un chauffeur de minicar, appelé communément Baka, a été blessé au couteau ce matin par un individu se réclamant du syndicat des transporteurs. Il a pris 3 personnes, on dit qu'il n'a pas payé. Donc il dit
apprenti est venu causer à lui. Maintenant, il dit qu'il n'a pas payé. Maintenant, lui a apprenti, ils sont en discuter. Maintenant, ils ont arrivé au bouton, ils ont piqué apprenti là. Maintenant, le chauffeur a descendu, il veut causer à eux, ils ont piqué le chauffeur là. Maintenant, nous aussi, nos chauffeurs là, ils sont venus, ils ont traversé la rue. Ceux qui quittent à Djamé là, ils ont traversé la rue, ils disent non, viens pas à Boubou, pas à Djamé. Selon les syndicats, l'agresseur n'est pas membre de leur corporation. Ce n'est pas un syndicat qui l'a blessé, c'est les délinquants qui l'ont blessé. Et puis maintenant, il dit non, tous ces syndicats. Pour M. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du transport, le mis en cause a été interpellé par les forces de l'ordre. C'est pourquoi il invite les chauffeurs à reprendre le travail dans la sérénité. Après investigation, nous avons compris que des éléments ou des individus n'ayant rien à voir avec le secteur du transport ont commis des impairs sur un certain nombre de nos employés sur le terrain. Avertis, nous avons donné des instructions fermes à nos organisations de conducteurs et à nos organisations patronales pour que la situation soit remise à la normale. Et au moment où je vous parle, celui qui a commis donc cette agression a déjà été mis à la disposition de l'administration compétente et il sera entendu. La situation a effectivement évolué. Vers 15 h, certains chauffeurs ont repris le travail. Ils seront rejoints dans les heures qui suivent par leurs collègues, à en croire la direction du Haut Conseil du transport. Vous pourrez faire du sport au Parc national du Banco sans vous perdre. Des panneaux sont présents sur le parcours sportif, des panneaux installés par le Lions Club. Des membres de ce club service ont pris un grand bol d'oxygène dans ce parc à le prétexte à tout trouver pour inaugurer le centre de documentation multimédia de ce parc d'une superficie de 3474 hectares. Le reportage de Herman Yamni. C'est par la marche sur une distance d'environ 3,5 km que les membres du Lions Club des régions 31 et 36 du district 403 A2 se sont rendus à l'école forestière au sein du parc national du Banco. Ils y sont non seulement pour mener une activité sportive pour se maintenir en bonne santé, mais également pour l'inauguration d'un centre de documentation multimédia ainsi que le panneautage de divers parcours sportifs au sein du parc national du Banco. Cette salle multimédia et puis le parcours donc, sportif sur lequel nous avons donc, installé des panneaux d'indication pour faciliter effectivement la circulation dans le parc national du Banco correspondent en fait à un projet que tous les Lions Club en fait, à travers le monde entier devaient réaliser. Cette initiative qui s'inscrit dans les festivités marquant le centenaire du Lions Club n'a pas laissé indifférente la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie. Pour elle, la préservation de l'environnement doit être l'affaire de tous. Vivre pour servir l'autre, vivre pour servir de modèle, vivre pour partager, pour apporter sa pierre à l'édifice commun, c'est ce que vous démontrez aujourd'hui. Faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, nos parcs et réserves bénéficient donc du soutien d'organisations, d'institutions engagées, d'institutions comme vous, d'institutions qui luttent contre le changement climatique. Avant cette cérémonie d'inauguration d'infrastructures réalisées au sein du parc national du Banco, le Lions Club a signé une convention avec l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour la réalisation de plusieurs projets d'intérêt public. C'est l'heure de Le Petit Mondial. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. L'Égypte a été battue par l'Arabie Saoudite. Boris, un aperçu des matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. Jour 12 de la Coupe du Monde 2018 en Russie avec les troisième journées des matchs de poule. Nous avons eu dans le groupe A l'Uruguay qui a battu le pays organisateur la Russie sur le score de 3-0 et l'Égypte qui s'est inclinée face à l'Arabie Saoudite sur le score de 2-1. 3 sorties pour les Pharaons du Nil, 3 défaites, 0 points. Mais Mohamed Salah qui a inscrit son deuxième but du mondial. Dans le groupe B, nous avons actuellement les rencontres entre l'Iran, le Portugal et l'Espagne qui croisent le fer avec le Maroc. Les scores à la pause étaient de 1-0
au profit du Portugal et un but partout entre l'Espagne et le Maroc. Si les scores restent inchangés, nous aurons en huitième de finale les oppositions entre l'Uruguay et l'Espagne et le Portugal, premier de sa poule, qui va croiser la Russie qui a terminé deuxième de la poule A. Il n'y a que ces équipes-là qualifiées pour les huitièmes de finale? Non, il y a plusieurs équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Pour l'instant, dans le groupe B, on n'a pas la liste de tous les qualifiés. Mais dans le groupe A, il y a l'Uruguay et l'Égypte qui sont déjà... L'Uruguay et la Russie qui sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ok, Boris, vous avez fait un clin d'œil à l'attaquant de l'Olympique lyonnais, Maxwell Cornet, c'est ça? Maxwell Cornet, attaquant de l'Olympique lyonnais qui est actuellement à Abidjan. Voilà, il faut le dire, pour ses vacances et tout. Entre séances de mise en forme et balade avec des amis, il prépare déjà la reprise avec son club. On va le voir maintenant en vidéo. Maxwell Cornet qui, entre deux, voilà, en vidéo, entre deux sorties, qui profite pour faire un tour en salle de sport. Il faut préciser que Maxwell Cornet est un international ivoirien qui évolue du côté de l'Olympique lyonnais. Ouais. Okay, Boris, nous allons revenir sur les à côté des matchs de la journée. À côté des matchs de la journée, déjà, il y a une bonne nouvelle pour l'Afrique. Et Sam El Hadari, le gardien égyptien, 45 ans, 161 jours, c'est le joueur le plus âgé à disputer une rencontre de Coupe du Monde. Et il faut préciser que pour son premier match, Sam El Hadari a arrêté un penalty face à l'Arabie Saoudite. Nous avons aussi dans les à côté Emmanuel Cheikh Adebayor, le Togolais, qui est actuellement en vacances. Il évolue du côté de la Turquie, mais il profite de ses vacances pour rendre visite aux jeunes Togolais. Il était récemment à Palimé, dans le sud-ouest du pays, pour voir de jeunes footballeurs leur donner des conseils et partager son expérience. Enfin, l'international ivoirien Max Alain Gradel, meilleur buteur du TFC Toulouse Football Club, qui vient de signer un nouveau contrat avec ce club-là. Il était prêté par son club anglais Bournemouth et cette fois-ci, il va rester avec le TFC, mais les modalités du transfert n'ont pas été précisées par le club français. Maxwell Cornet est à Abidjan. Il est présentement à Abidjan. Et Mas Gradel aussi. Ok. Alors, nous savons que le district d'Abidjan a été durement frappé par les inondations. Boris, plusieurs personnes sont sans abri. Des footballeurs se joignent à la chaîne de solidarité qui s'est formée. Vous avez déjà cité les deux noms, Maxwell Cornet et Max Alain Gradel, qui, dans un élan de solidarité, ont voulu aider les sinistrés de ces inondations-là, de ces dernières pluies. Donc, ils ont fait des gestes, des dons en vivre et non-vivre. Ils se sont déplacés vers les populations, leur apporter du réconfort, leur partager tout ce qu'ils ont, parce que nos footballeurs aujourd'hui sont beaucoup engagés dans tout ce qui est action sociale. Et ils ont voulu, par ce geste-là, marquer le coup et montrer aux sinistrés que tout le monde est avec eux. Les sinistrés ne sont pas seuls, en tout cas ils sont beaucoup entourés. Tout le monde est à l'œuvre pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent trouver un endroit où dormir. Bakayoko Kapi, le consultant sportif, vous a donné un avant-goût du match Nigeria-Argentine. Nigeria-Argentine, c'est le match de tous les dangers. Les Nigérians ont 3 points, l'Argentine a 1 point. En cas de victoire, il y a de fortes chances que l'Argentine se qualifie. Donc avant ce match qui s'annonce capital pour le Nigeria, Bakayoko Kapi, consultant sur RTI 1, a bien voulu se prononcer. C'est un match ouvert, mais c'est un match qui sera très tactique. On a une équipe de l'Argentine en plein doute, qui ne se remet pas de ces 2 mauvais résultats, parce que pour une équipe de son rang, les 2 premiers résultats que cette équipe a enregistrés sont considérés comme des mauvais résultats. Donc elle arrive un peu dans le doute, avec des joueurs pas démobilisés, mais un peu en perte de confiance. Quant au Nigeria, l'équipe est contente. Elle a pu réussir un parcours que les autres pays africains n'ont pas réussi, à l'exception du Sénégal. Donc c'est une équipe qui va jouer son va-tout, mais qui a intérêt à ne pas être, j'allais dire, dans la fête avant la fête. Il faut qu'elle reste concentrée tout le match, parce que face aux grandes équipes où il y a beaucoup d'individualité, tout peut se jouer sur des faits de jeu. Il faut donc rester concentré tout le temps, être concentré de la première à la dernière minute. Et chaque fois qu'on a des temps forts, faire en sorte de concrétiser ses actions. Pour le Nigeria, il sera important de rester dans le match de la première à la dernière minute. Donc, Bakayoko Kapi parle de concentration, Boris. C'est le mot, c'est le bon mot, concentration, parce que depuis le début de cette compétition, les équipes africaines perdent les matchs dans les derniers instants. L'Égypte qui a perdu pratiquement à la 93e minute. On a suivi les matchs du Nigeria et même le Sénégal qui, dans les derniers instants du match, a concédé l'égalisation face au Japon. Donc, il va falloir être concentré
pendant la rencontre face à l'Argentine. Et le Nigeria pourra compter sur son buteur providentiel, Ahmed Moussa, qui en 2014 déjà avait inscrit un doublé face à l'Argentine. Okay, le Nigeria et l'Argentine jouent donc demain. 6 autres équipes vont aussi s'affronter. Voilà, nous aurons les oppositions Nigeria-Argentine, comme déjà dit, et Croatie-Islande, sans oublier l'Australie qui va croiser le Pérou et la France, déjà qualifiée, qui va croiser le Danemark. Donc demain, on aura 4 rencontres. Il faut préciser que les rencontres dans chaque poule se jouent simultanément pour éviter la tricherie. En tout cas, moi, je ne vais pas rater le match de la France contre déjà. La France évolue contre le Danemark. Ok, le Danemark. Moi, je vais assister à cela, Boris. Okay, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.